Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. C'est le meilleur réveil sur Guérit TV Monde et c'est un plaisir pour nous d'être à vos côtés ce matin. Mesdames et messieurs, ce matin, j'ai très hâte de vous annoncer le programme culturel de ce jour. Mais bien avant, nous allons passer à la revue de quelques titres parus ce 7 février 2024. Ce matin, on fait l'exercice avec Shamsdine Badarou. Il est déjà sur ce plateau. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. C'est avec vous que nous allons découvrir l'actualité de ce matin. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Le Projecteur. Le Projecteur qui titre en manchette ce matin, évaluation du rapport de performance de la SE d'Adiara, mention très bonne pour Farida Oru Boukari avec la note 81,25%. Le conseil de supervision lui témoigne sa reconnaissance pour son leadership. Le projecteur cède sa place au quotidien Le Chasseur Info. Année académique 2023-2024, l'intégralité du calendrier des examens, concours et tests de recrutement de 2024. On poursuit avec la Couronne Info. Rallongement du mandat présidentiel au Sénégal. La CEDEAO abandonne le président Macky Sall. Elle appelle au rétablissement du calendrier électoral. On poursuit ce matin avec le Soleil Bénin Info. Abandon du terrain politique à la merci de l'opposition. Députés et autres soutiens entre ingratitude et infidélité envers le président Talon. On poursuit avec Bénin Intelligent ce matin. Projet de révision de la Constitution. Les signaux ne sont pas du tout bons, nous apprend le journal. Le potentiel à présent. Usurpation de titre dans une affaire de prosélytisme à la brigade de Metz. Mesme Bokor, info secrétaire à la Cour suprême, a arrêté. Occupation anarchique des espaces publics à Cotonou. Luc Setonji Atropo invite les personnes entêtées à s'exécuter sans délai. L'information est à lire à la page 3 du journal Le Potentiel du jour. Le journal Oro, invité ou reçu dans l'émission Le Merveilleux Réveil dans la rubrique L'interview matinale par Latifat Koweno. Albéric Darius Dagan, sans langue de bois, éclaire sur plusieurs sujets d'actualité. On poursuit ce matin avec le quotidien de Ménotin Fraternité, titre donc en manchette. Respect des principes démocratiques en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO d'OMU. Après le Niger, elle joue sa suivi malgré son refus du report de l'élection présidentielle au Sénégal. On finit ce matin, Latifat Koweno, avec le quotidien L'Éclaireur, révision de la Constitution béninoise. Talon va-t-il forcer comme en 2019? S'interroge le journal. Coup d'État constitutionnel au Sénégal. Où va le Sénégal de Macky Sall? S'interroge toujours le journal. Où sont passés la CEDEAO et sa force d'attente? Macky, le constitutionnaliste révélé, le donneur de leçons qui fait rire tout simplement, selon notre confrère du quotidien L'Éclaireur, Latifat Koweno. Et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du matin. Le Bénin émet une obligation internationale de 750 millions de dollars US. Le Bénin a donc réussi à émettre sa première obligation internationale en dollars, mobilisant 750 millions de dollars sur une maturité de 14 ans. Cette émission renforce la position du Bénin en
tant que troisième meilleur crédit d'Afrique en dollars US. Et le Maroc et l'Afrique du Sud, l'opération échéant en 2038 marque ainsi une avancée dans la stratégie de financement du pays. À la mairie de Porto-Novo, non précisément au premier arrondissement de Porto-Novo, j'y arrive, une formation a réuni les élus locaux et plusieurs d'autres personnes hier. C'est sous la direction du maire Chalmaï Yankoti Latifat Kouenou et avec le soutien de GIZ AJO que les jeunes You Reporters ont sensibilisé sur l'hygiène, l'assainissement et la prévention des inondations dans le premier arrondissement de Porto-Novo. Lancé donc par le 3e adjoint au maire François Aronvou en présence de la secrétaire exécutive Isabelle Daito, les travaux ciblent les ménages pour promouvoir le bien-être de la population. Dans l'interactualité à présent au Sénégal, la majorité présidentielle est divisée après le report de la présidentielle. 2 jours après le report de la présidentielle, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire au 15, une élection qui a été reportée donc au 15 décembre 2024, des divisions émergent au sein de la classe politique sénégalaise, même au sein du pouvoir. La démission du secrétaire général du gouvernement a été suivie par d'autres, dont Awa Marie Kolsek et Zara Yantiam. La commission de la CEDEAO déconseille toute action contraire à la Constitution et encourage des mesures pour rétablir le calendrier électoral. Latifat Kouenou. Et en sport, vous nous annoncez que l'Égypte tient désormais son nouveau sélectionneur. La Fédération égyptienne de football a annoncé Osam Hassan comme remplaçant de Rivitoria après la décevante CAN 2023. Une nouvelle ère commence pour Mohamed Salah et les Pharaons qui poursuivront certainement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en mars lors de la première trêve internationale de l'année. Merci à vous, Shamsdine Badaro. On espère bien vous avoir avec nous demain. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à la météo du jour. Ce matin, à Porto-Novo, vous pourrez profiter pleinement du soleil. La température à Porto-Novo ce matin sera comprise entre 33 degrés et 37 degrés Celsius tout au long de la journée. La force du vent sera aux alentours des 2 km/h. Dans l'après-midi à Porto-Novo, vous pourrez profiter également du soleil. La température cet après-midi est de 37 degrés Celsius avec un vent qui oscillera aux alentours des 20 km/h. En soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers 25 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h. Dans la nuit, nous aurons une température de 23 degrés Celsius avec un vent qui oscillera aux alentours des 5 km/h. Merci de nous avoir suivis et à demain. C'est le moment fatidique que j'attendais pour vous annoncer la nouvelle, cet événement qui est spécialement destiné aux amoureux. Cet événement aura lieu le 14 février prochain, c'est-à-dire le mercredi 14 février prochain. Il s'agit d'une soirée Saint-Valentin qui aura lieu sous la paillote de l'Institut français. L'entrée, elle est libre et gratuite et l'événement est prévu pour 19h00 par une heure béninoise. Floris Adjanoron vous propose alors la lecture théâtralisée. Ce sera l'occasion de voyager dans un vaste répertoire et de s'attarder plus particulièrement sur la littérature amoureuse béninoise qui pourrait se transformer en chasse au trésor dans une littérature qui ne se définit pas comme telle. Mesdames et messieurs, prenez donc le rendez-vous, c'est pour le mercredi prochain. Non, le mercredi 14 février prochain. C'est la preuve que j'ai hâte d'y être puisqu'il s'agit d'un rendez-vous amoureux. Cela ne veut pas dire que je suis amoureuse. Mesdames et messieurs, passons tout de suite à la rubrique santé et bien-être, même si elle me sourit déjà dans l'autre coin du studio. Dans la rubrique santé et bien-être de ce matin, nous allons à la découverte d'une maladie. Elle s'appelle l'ostéoporose. Notre
médecin maison, est déjà sur ce plateau pour nous informer beaucoup plus sur cette maladie. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kawenou et bonjour à vous amis internautes de Guérite TV. J'étais étonnée de vous voir très amoureuse ce matin. Je disais tantôt qu'en annonçant l'événement, cela ne voulait pas dire que je suis amoureuse. Vous estimiez que c'était moi qui attendais beaucoup plus la Saint-Valentin, mais je vois que vous avez beaucoup plus hâte que moi. Le brief culturel est clôturé. Nous sommes à présent dans la rubrique santé et bien-être de ce matin. Et donc, vous nous parlez de l'ostéoporose. L'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? Justement, Latifat Kawenou, l'ostéoporose, quand on parle directement d'ostéoporose, il faut penser aux os. C'est une maladie des os poreux, comme je le disais. Elle touche le squelette dans sa globalité et se caractérise par deux types d'anomalies, une diminution de la quantité d'eau et une atteinte de la microarchitecture osseuse, c'est-à-dire une détérioration de la structure interne de tissu osseux. La résistance des os est amoindrie et le patient est exposé à un risque très élevé de fracture. Vous savez, l'os est normalement constitué d'une enveloppe extérieure appelée la corticale. Et entre la corticale et les corticales se trouvent les travées osseuses. Donc, quand on parle d'ostéoporose, quand on développe une ostéoporose, la corticale s'amincit, l'os est parsemé de petits trous et il devient poreux, c'est-à-dire comme des trous sur la peau, sur le visage. Même cas de figure pour les travées, elle diminue d'épaisseur et se perfore. Et il faut signaler que l'ostéoporose, c'est une maladie qui se constate chez les personnes d'une certaine âge, chez les personnes qui ayant à partir de 50 ans et plus. Vous voyez, à partir de 50 ans et plus. Donc, c'est d'ailleurs le lot. Et puis, c'est une maladie constatée beaucoup plus chez ces personnes-là parce que à ce niveau, à cette étape de la vie, on sent que les os reçoivent déjà de chocs, ne sont plus vraiment en état et tout. Vous voyez, donc c'est pour ça ça touche beaucoup plus cette couche-là, voilà, j'allais dire. Et puis, il y a certaines catégories de personnes, il y a beaucoup de personnes qui estiment que l'ostéoporose est une maladie destinée aux femmes parce que les femmes, après les études, les femmes sont beaucoup plus touchées par cette maladie-là. Et pourtant, est-ce que cette maladie, l'ostéoporose, est vraiment une maladie féminine? On en parle justement. Oui, c'est vrai, vous l'évoquez déjà, mais pourquoi on estime que cette maladie est féminisée? Vous voyez, on estime que cette maladie est une maladie destinée directement à la femme parce que, à cause de la ménopause d'ailleurs. Et pourtant, cette maladie, pas du tout, n'est pas une maladie de la femme, pas du tout, parce qu'il y a des hommes qui en souffrent également. Quand on prend 5 hommes d'après les études, il y a au moins 2 hommes touchés par cette maladie appelée l'ostéoporose. Donc, c'est à cause de la ménopause. Hein, c'est à cause de la ménopause et parce que les os de la taille de la femme, la taille des os de la femme à cause de la ménopause, quand elle atteint 50 ans et plus, ses os reçoivent plus de chocs. Ses os ne sont plus en forme comme les os des hommes. Vous voyez, ses os sont beaucoup plus affaiblis et tout. Donc, on estime directement que, et puisque après les études, on voit beaucoup plus de femmes atteintes de cette maladie-là. On estime alors directement que c'est une maladie féminine. Et puis les femmes, généralement, tous les hommes grand âge atteints de cette maladie-là ont des douleurs. On constate des douleurs à la hanche, au niveau des épaules. Des douleurs au niveau du squelette en réalité, au niveau des os. Ils ont de sérieux problèmes au niveau de la hanche, des épaules, des vertèbres et tout. C'est une période très difficile pour ces personnes-là. On confond ça à d'autres maladies osseuses, c'est vrai, mais quand on ressent ces douleurs à la hanche, au niveau des épaules, de sérieuses douleurs, il faut savoir que c'est l'ostéoporose et il faut aussi compter l'âge également. C'est à partir de 50 ans et plus. Donc, c'est ainsi l'ostéoporose qui se manifeste et directement, il faut aller à l'hôpital pour prendre conseil chez son médecin traitant.
Voilà. La question que je m'en vais vous poser du moins, est-ce que l'ostéoporose, voilà. j'y arrive, se traite? Justement, l'ostéoporose se traite. L'ostéoporose se traite et il faut aller chez son médecin traitant pour demander conseil. Parce que, comme je le dis, à cette étape de la vie, les os sont déjà faibles ou du moins commencent déjà par être faibles. Donc, il ne faut pas prendre n'importe quel médicament pour aggraver la situation ou du moins pour casser vos os vous-même sans le savoir. Donc, il faut aller chez le médecin traitant. Sinon, autrement, vous ne pouvez même plus vous relever. Déjà à l'âge de 70 ans, à l'âge de 60 ans, vous serez tellement fatigué et puis vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe en réalité. Donc, il faut aller chez son médecin traitant. Ce sont qui prescrivent voilà, des anti-inflammatoires, mais il y a des anti-inflammatoires destinés à cette maladie-là. Donc, il faut aller vers son médecin traitant, demander conseil pour ne pas aggraver la situation, mais il ne faut pas l'oublier, comme je le disais, il faut constater d'abord des douleurs à la hanche, au niveau des vertèbres, des épaules et tout. Voilà, vous voyez, c'est à cette partie-là spécifiquement qu'on constate cette maladie-là et le médecin établit le diagnostic et vous dit qu'est-ce qu'il faut faire véritablement. Mais pas de panique, ça se traite. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. Vrai, mais je vais bien vous demander, est-ce qu'on mange déjà? Pas des alocos quand même. Pas de la bouillie non plus. On y reviendra. De toutes les façons, je vous attends sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est à présent le moment de recevoir pour vous l'invité dans la rubrique l'interview matinale. L'interview matinale de ce mercredi 7 février 2024 est consacrée à la décentralisation et à l'impact des secrétaires exécutifs dans le paysage politique local. Depuis avril 2022, cette réforme a suscité diverses réactions allant des limogeages aux démissions, soulevant des questions cruciales sur son efficacité en tant que moteur du développement des collectivités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous plongeons dans cette discussion et explorons les différentes facettes de cette transformation en mettant en lumière les défis et les succès rencontrés jusqu'à présent. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Paul Deaumont. Il est acteur politique et conseiller communal bloc républicain à la mairie d'Avranco. Paul Deaumont, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Première question pour vous tout de suite dans l'interview matinale. La réforme dans le secteur de la décentralisation est-elle réellement la clé du développement? Merci, madame. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites de venir dans votre studio pour parler donc de cette fameuse réforme. Je voudrais aussi remercier vos téléspectateurs qui nous écoutent, qui vont nous lire, qui vont nous écouter et certainement apprécier à sa juste valeur ce que nous déposerons. Et il faut saluer le président Talon. D'accord, pour commencer. Pour commencer, il faut saluer son courage, il faut saluer son audace, parce que le président Kérékou avait dit que le Bénin est un petit pays, mais très lourd à porter. C'est une réalité. Nous avons d'énormes défis à relever, oui. Et en prenant le pouvoir, il s'est attaqué à beaucoup de choses. Il a engagé beaucoup de réformes. Bon, nous aurons le temps d'évaluer chacune de ces réformes-là. Mais sur le front de la décentralisation, je peux dire avec certitude qu'il a échoué. Sur la réforme de la décentralisation est un échec cuisant. Pourquoi vous le dites? Et un recul honteux. Honteux parce que aujourd'hui, nous faisons piètre figure devant les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, qui étaient venus copier nos textes de loi pour mettre en œuvre leur expérience de décentralisation. Voyez-vous, à l'entame, pour les élections des maires actuellement en poste
il y a deux réalités juridiques qui les encadrent. Sous la même mandature et dans le même pays, vous avez des maires élus, vous avez des maires désignés. J'ai devant moi ici le texte portant Code de l'administration territoriale de la République du Bénin. Vous allez voir dedans, c'est nommément écrit les maires désignés ou élus. Ça, c'est une aberration. On ne peut pas avoir deux réalités juridiques qui encadrent la même autorité. Et ça a des conséquences fâcheuses. Comme conséquence fâcheuse, eh bien, le maire qui fait mal aujourd'hui, le maire qui fait mal ne peut pas être destitué. Il ne peut pas être destitué sans l'avis de son chef de parti. Pour le destituer, il faut que le chef de son parti, puisqu'il est du parti majoritaire, donc le chef de son parti doit pouvoir donner son OK et son quitus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu une émission dangereuse du chef du parti dans les débats du conseil. C'est le conseil qui décide de garder son maire ou de ne pas le garder, surtout lorsqu'il est trempé dans des histoires donc, de mauvaise gestion. Ça, c'est un recul. Et nous sommes arrivés, on n'a pas fini de décrire cela, que nous sommes arrivés dans l'expérience de la nomination par loterie des secrétaires exécutifs pour remplacer les secrétaires généraux que nous connaissions. Ça également, quand on va aborder ça, vous allez comprendre que ce n'était pas nécessaire. Les secrétaires exécutifs, c'est les ordonnateurs du budget. Dans toute entreprise, c'est le responsable qui est l'ordonnateur du budget. Celui qui ordonne le budget, c'est le chef, c'est pratiquement lui qui a l'entreprise en main. À côté du maire élu, ou désigné, vous avez l'ordonnateur qui est tiré, le secrétaire qui est tiré au sort, c'est lui qui est l'ordonnateur du budget. Et c'est lui qui est aussi le responsable du chargé des marchés publics. Ouais, il contrôle les segments essentiels de la gestion communale. Il est le responsable de l'administration communale. Vous voyez, aujourd'hui, le maire entre dans la mairie, mais vous avez les agents qui le regardent, ne sont pas bousculés, ne se sentent pas pressés de regagner leur bureau, parce qu'ils voient que le maire est dépouillé, complètement dépouillé. Et ça dit qu'aujourd'hui, l'autorité des maires sont bafouées. Ah oui, l'autorité du maire n'existe plus. Elle n'existe, c'est par terre. L'autorité est par terre, c'est même piétiné. Non, non, ne parlons plus de l'autorité. Ça n'existe pas. Le maire, là, il passe et puis les agents le regardent comme ça. Regarde comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous voyez, ces secrétaires exécutifs-là, ils sont projetés, comme ce tirage au sort, ils sont projetés dans un environnement territorial dont ils ignorent toutes les réalités socio-culturelles, socio-politiques, etc. Quand moi je prends par exemple ma commune, là où je suis conseiller d'Afranco, notre secrétaire exécutif, il vient de Savé. Quand nous parlons Tori, il ne comprend pas. Voilà. Quand nous parlons notre langue locale Tori, mais il ne comprend pas. Dans les histoires de reddition de comptes, etc., il est obligé d'avoir un interprète à côté. Mais ce qu'il entend, ce que l'interprète lui dit, est-ce que c'est conforme à ce que le pays, enfin la population qui est là est en train de dire? Est-ce que le rythme auquel la population, le citoyen qui est là est en train de parler, est-ce que l'interprète suit le même rythme et les idées sont fidèlement transmises? Parfois, il dit, bon, je n'ai pas compris, et l'autre est en train de reprendre. Au moins, il est en train de reprendre, le citoyen continue toujours de parler. C'est mauvais. Quand à Franco, quand notre fétiche Zangweto sort, le Oro sort, est-ce qu'il connaît l'importance de ces choses-là? Quand il ne connaît pas, voilà qu'il a des pouvoirs essentiels. Comment il va se comporter? Non. Il est obligé de travailler pour la mobilisation des ressources. Quand il va au marché,
les bonnes dames, il va leur parler quelle langue? Il leur parle quelle langue? C'est toujours des traducteurs. Parfois, on peut même l'injurier dans le dos. Il ne sait pas, il n'entend pas, il ne comprend pas. On peut même, en sa présence, par le jeu de langage, faire des jeux flous. Dire, Tony, ça veut dire, dis-lui ceci. Hein? Bon, juste pour le tourner en rond. Mais ça dit que cette réforme-là, oh là 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 là, c'était une réforme de trop, on n'en a pas besoin. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais il faut repartir aux fondamentaux de la décentralisation. La décentralisation, c'est la libre administration des collectivités par les conseils élus et non désignés, par des conseils élus et dans le cadre fixé par la loi. C'est universel ça là, cette définition-là. C'est universel. On ne peut pas dire parce que nous sommes bénins de réforme, on va toucher à ça. Et on dit à chaque compétence transférée doit suivre concomitamment les compétences jadis affectées, les ressources jadis affectées à la compétence qu'on veut transférer. Ça signifie quoi? Les histoires de FADEC et de quoi là, de FIG là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans l'image de quelqu'un qui offre un mouton au fétiche et derrière le mur, il garde solidement dans sa main la corde de ce mouton. Vous voulez libérer le pouvoir, il faut libérer le pouvoir. La démocratie à la base où ne l'est pas. Nous sommes en train de vivre un scandale en matière de décentralisation. Il faudrait qu'on lève le ton. Je ne sais pas ceux qui ont concocté ça. Je ne sais pas quelle école ils ont eu à faire. Je ne sais pas quelle expérience ils ont eue. Moi, j'ai eu la chance, je peux le dire haut et fort, de passer dans tous les coins de l'Afrique et l'Europe. J'ai été voir en Europe, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, en Hollande, en France. J'ai été voir. Et en Afrique, puisque j'ai occupé un poste d'une institution sous-régionale ouest-africaine, j'ai travaillé, je suis passé en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Alors, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est un scandale. On ne veut pas libérer. Alors, revenons alors à ce que nous avions appelé les pouvoirs d'exception. Oui, là, on sait que, bon, la base est toujours diligentée par le sauvé. OK. Et on va voir si le médecin qui traite son malade à distance, là, comme nous l'avons expérimenté depuis les indépendances, et qui a donné les résultats que nous avons déplorés, continue de déplorer, s'il faut remonter encore à cette triste expérience, alors allons-y. Et on verra, au bout de quelques années, on pourra faire le point. Non, il faut revenir aux fondamentaux de la décentralisation, laisser la libre administration des collectivités territoriales s'exprimer valablement, laisser le transfert des ressources, laisser les histoires de FADEP qui arrivent. C'est un médecin après la mort. Hein. Le FADEP arrive en fin d'année, au moment où vous avez déjà fini de vous débattre dans les soucis, etc. Ça va arriver en décembre, en novembre. Parfois, ça arrive, on dit qu'on ne touche pas. On ne sait pas. Paul Deoumont, autre question pour vous rapidement. Des démissions ont été justifiées par des raisons de convenance personnelle. Ne devrions-nous pas revoir la procédure de nomination des secrétaires exécutifs? Non, il faut même la supprimer. Non, il faut enlever secrétaire exécutif, il faut supprimer. Revenons aux secrétaires généraux. L'expérience du secrétaire général qui dépend du maire. Le secrétaire général est nommé par le maire parmi les cadres supérieur de la commune, de la mairie. C'est ça la réalité. Celui qui vous nomme, vous êtes sous son autorité. Et on sait que c'est lui, votre chef, votre leader. Mais aujourd'hui, il y a les secrétaires généraux qui ne s'entendent pas avec le maire, qui refusent, qui refusent même d'écouter le maire. Et quand le maire a une personnalité et veut dire non, ça ne se passe pas comme ça, bon, soit ça crée des crises, soit on dit démission, soit etc. C'est pas normal, c'est pas normal. Ils ne sont respectueux de personne, ces secrétaires exécutifs. Bon, il peut y avoir des exceptions. Il y a des exceptions. Parfois, celui de Afrancou que je connais, il est un peu... Parce qu'il est limité, parce qu'il ne comprend pas la langue du milieu. Il est un peu limité. Mais lui, bon... La collaboration se passe très bien avec lui.
je ne vais pas dire très bien, mais c'est quand même assez bien. Hein, c'est pas très bien. Hein. C'est mieux que ce que nous entendons et nous voyons ailleurs. Hein, où le secrétaire exécutif est cabré, braqué. Hein. Non, quelque part aussi, ils n'ont pas une bonne éducation, ceux qui sont braqués là. Et la conséquence, c'est qu'il y a crise, l'autre dit je suis nommé, je suis élu, alors là, ça ne se passera pas comme ça. Quand ils n'ont pas la poids qu'il faut, ils démissionnent ou on apprend des choses bizarres. Bon, c'est dommage, parce qu'il y en a même qui sont morts. Bon, c'est dommage, pas souci et autres, là, ils perdent leur vie. C'est dommage. Mais je crois que de ce point de vue-là, c'est un échec. Paul Déaumont, vous ne pensez pas que ce sont les prérogatives qui donnent autant de pouvoir au secrétaire exécutif? C'est pourquoi il dit qu'il faut non seulement supprimer ça, il faut revoir le contenu. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, en quelque soit peu, la mésentente qui existe entre l'autorité communale et les secrétaires exécutifs? Il faut d'abord évaluer. Je crois qu'il y a une fiche là déjà, que j'ai ici, qui a parlé de l'évaluation, puisqu'ils sont chargés de faire la mobilisation de ressources. Oui. Hein? Oui. Mais au titre de la première expérience, nous voyons que toutes les communes ont reculé financièrement. Vous allez voir, moins là. Il y a peut-être une dizaine de communes qui ont eu des résultats, des ressources excédentaires. Hein? Mais la plupart, hein, surtout les grosses villes, vous voyez, Port-Nouveau, vous voyez, Cotonou, c'est moins. Hein? Ça veut dire que c'est pas pertinent. Hein? C'est pas pertinent. Et je l'ai déjà démontré. Quelles ressources peuvent mobiliser lorsque dans le milieu, ils ne sont pas acceptés? Quelles ressources ils peuvent mobiliser dans la mesure que la plupart ne connaissent même pas les réalités du milieu, ne peuvent pas parler avec les contribuables du milieu. C'est un problème. Donc pour moi, et non seulement si on doit garder le terme secrétaire exécutif, il faut revoir le contenu. Et on leur a donné tant d'administration qui leur peut-être faire gonfler la tête. Il faut revoir ça. Et il faut les former. On ne peut pas mettre des gens là comme ça dans les positions où ils sont et ne pas leur donner la moindre formation. Il faut les former. La question de l'autorité, l'exercice de l'autorité, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ils n'ont pas de ressources en matière de l'exercice de l'autorité. Ils n'en ont pas. Alors là, je les vois parfois dans des comportements un peu indélicats avec certains agents de la mairie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut les recadrer. Il faut les recadrer, reformer, et puis revoir le contenu des responsabilités. C'est trop. Si on fait ça, si on doit garder cela tel, peut-être qu'il faut supprimer le poste de maire. Et je ne sais pas dans quelle administration communale où vous parlez de décentralisation et il n'y a pas le maire. Parce qu'ils sont un peu le maire bis. Ça ne dit pas son nom, mais de par l'étendue des responsabilités qu'on leur a confiées, ils sont un maire. Et ça donne ce que j'appelle le bicéphalisme à la tête de nos communes. Et j'ai dit et soutenu, je le soutiens toujours, cet exemple de bicéphalisme-là, à la tête de nos communes, ne fera nulle part, ne sera un exemple à copier. Ça ne fera nulle part un exemple à copier. Pourtant, nos tests là avaient servi d'exemple et les gens ont copié. Donc, le président Talon, malgré ça, mais évidemment, ce n'est pas le président Talon, peut-être c'est ses collaborateurs. Parce qu'il y a des cadres qui se donnent des attributions qu'ils n'ont pas, souvent, pour la plupart, et qui font des fiches, et eux-mêmes ne veulent pas se remettre en cause. Et ils font, quand c'est un peu séduisant, le président signe. Bon, donc, quelque part, on peut dire que le président, c'est pas... Mais s'il n'est pas coupable, il est responsable. Il peut dire que le président Talon n'est pas coupable, mais il est responsable parce que c'est lui qu'on a choisi pour gérer ce pays. Donc, on veut faire des choses là, il faut prendre les sachants techniciens pour revoir, dire, ça là, c'est pas conforme à l'orthodoxie. Paul Déaumont, parlant de collaborateurs du chef de l'État, récemment, il a eu à nommer des conseillers techniques. Je rappelle qu'il y a déjà moins de 2 ans de la fin de son mandat. Comment, en tant qu'acteur politique, comment analysez-vous cette nomination?
Vous parlez des ministres conseillers? Oui, des ministres conseillers. Ah, voilà une autre aberration. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, on va où encore? J'ai dit, oh, attention, attention. Ça là, c'est encore notre gouffre financier. Oh là 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 là, pourquoi? Elle dit, mais écoutez, le ministre est d'abord un conseiller. Les ministres du chef de l'État, ils ne sont pas là ils sont d'abord des conseillers du président. Dans leur domaine respectif, ils sont des conseillers du président. Parce qu'ils sont appelés à mettre en œuvre la politique gouvernementale dans leur secteur respectif. Et en cela, ils donnent des conseils au président, voilà dans telle direction nous devons aller, voilà dans telle autre. En cela, eux-mêmes sont encadrés par des techniciens, à commencer par le directeur du cabinet jusqu'au conseiller, tout ça là. Donc, les ministres sont d'abord des conseillers. Alors, maintenant, à ajouter ministre conseiller. C'est pour faire plaisir, c'est pour donner du travail, des ressources aux militants des partis qui sont là depuis 8 ans. On attend que le chef de l'État fasse remaniement ministériel et puis ils n'ont rien et ils commencent par désespérer et ils commencent par lorgner ailleurs. Maintenant, dites-nous, quel est votre avis sur la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon sur le plan politique en général? Non, écoutez, le chef de l'État est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et on dit, mais chasser le naturel, ça revient au galop. Même président, il est homme d'affaires. Il se comporte comme homme d'affaires. Donc, il gère le pays comme une entreprise. Il ne gère pas le pays comme une république. Donc, qu'il faut avoir des stratégies politiques. Non. Ouais, son réflexe, c'est l'économie. Il faut avoir... J'ai lu ce matin que le ministre des Finances a encore fait des emprunts obligataires quelque part. Voilà, on est champion dedans. Donc, quand c'est quelque part là, on va piocher, mais c'est des dettes. Oui. C'est des dettes. Et à la fin, il faut évaluer quel écart, quel creuset de dettes il nous laisse en héritage. En 10 ans, alors il faut évaluer. Il faut évaluer le montant de dettes qu'il nous laisse et en relation avec quel type d'investissement. Et il nous faut combien d'années pour payer ces dettes? Est-ce que ce n'est pas des souffrances qu'ils nous laissent? Parce que c'est à payer peut-être par nos enfants. Donc la gouvernance, de façon générale, je ne suis pas satisfait parce que c'est un homme d'affaires qui gère le pays comme une entreprise. Il est plus technique que politique. Talon est plus technique que politique. C'est pourquoi les souffrances des populations, ça ne lui dit rien. Mais on dit social, tout ça là, mais c'est du bluff. Le social n'y est pas. Oh, moi, j'étais au village. Je suis allé rencontrer un oncle paysan. Mais il voulait manger quand je suis rentré, mais il a eu honte. Il a pris pour fermer. Il a dit non, tu avais du nouveau. Il dit ce que je veux manger là. Toi, tu ne veux pas avoir. Il a dit mais pourquoi? Quand il a ouvert le plat là, c'est une sauce, rien que du jus. Il n'y a pas de poisson dedans. Il n'y a pas de... Si c'était même sauce légumes, je comprendrais. C'est sauce. Et parce que je ne veux pas l'humilier, je me suis lavé les mains. J'ai commencé par manger avec lui. Mais quand vous goûtez, j'ai mis la carrière, quand vous goûtez là, c'est le sel et le piment dedans, seulement. Voilà les réalités que nous vivons dans nos campagnes, nous qui sommes politiques, et nous devons rentrer et visiter nos militants. Voilà les réalités. Donc, la conséquence, c'est qu'un ministre peut rester au poste jusqu'à 8 ans, jusqu'à 10 ans. Parce qu'on dit, bon, on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est dans les entreprises que ça marche. Mais ici, à politique, la preuve que vous voyez maintenant, il y a mécontentement autour de lui. Les gens veulent partir, ils voient ailleurs, ils ont soutenu pendant 8 ans, ils n'ont rien trouvé, etc. Et tout est vicié. Moi, je suis consultant reconnu internationalement, parce que j'ai fait tous les coins du monde. Mais, il faut arriver là, tout a été vicié. Je n'ai plus de consultation au Bénin. Si ce n'est pas à l'étranger, je ne vais même plus vivre. Alors, voilà les réalités. Donc, la gouvernance, bon,
du point de vue de l'économie, parce que c'est comme une entreprise, on peut dire encore que les chiffres qu'on nous donne, il faut alors les passer au pays fin et regarder effectivement ce que ça couvre. Quand on dit 3 000 milliards de budget, bon, quelles sont les ressources qui viennent alimenter? Mais il y a des impôts qui sont revenus. Des impôts supprimés qui sont revenus. Vignettes et consorts là, bon, que j'appelle quelque chose là, mais on ne payait plus, c'est revenu. Vous avez vu les trucs là, pont bascule, c'est 250 francs, c'est devenu 300. Tout est devenu cher, chèrement cher, sous la rupture. Alors, vous voyez que cette gouvernance là, ça est une gouvernance dérangeante, asphyxiante pour le peuple. Et de ce point de vue, je suis de la mouvance. Je suis ceux qui ont élu le président Talon. Mais je suis un mouvancier critique. Ah oui. Ça se voit. Ah oui, je suis un mouvancier critique. Ça, il faut qu'il change. Il faut qu'il change avant de partir. Il faut qu'il apporte la douceur. Et qu'est-ce qui doit déjà commencer par changer? Il faut d'abord qu'il renvoie tous ces ministres-là. Il faut les renvoyer. Il faut nommer. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. 8 ans au gouvernement, ils n'ont plus de miracle à faire. Il faut changer pour avoir de choses nouvelles. Ouais, par exemple, après, on propose un vilain test pour la réforme de la décentration. Alors, s'il y a des ministres qui disent au gouvernement, alors on peut avoir des résultats pareils. Il faut changer tout ça là. Donc voilà, moi je pense que c'est une remise en cause en profondeur. Il faut renvoyer les acteurs à la retraite, prendre d'autres personnes du sang neuf, et qui lui disent, et que lui-même offre l'espace pour des échanges critiques au sein de son cabinet. Voilà un peu ce que je pense. Revoir un peu les réformes. Moi, je ne sais pas ce qui marche au niveau de ces réformes-là. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il a une politique de grande visibilité, parce que quand on investit sur les routes, tout ça là, le terrain de football, tout ça là, le terrain de sport, les marchés, c'est des trucs visibles. Bon, on agit sur la visibilité pour séduire, mais il faut aller en profondeur. On ne marche pas la route, on ne marche pas le marché, on ne marche pas les stades, etc., etc. Voilà. Merci à vous, Paul Deumont. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de la rubrique L'invité interview matinale. Votre mot de fin? Je voudrais tout simplement vous remercier et souhaiter que la gouvernance change, que les réformes mal engagées puissent être reprises pour que nous ayons des espoirs nouveaux demain. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir été avec vous, Paul Deumont, dans cette rubrique, l'interview matinale. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite et maintenant dans le coin cuisine et nous retrouvons notre cuisinière maison, Evelyne Dossou. Nous sommes à présent dans le coin cuisine avec Evelyne Dossou. Je vous rassure aujourd'hui que si elle nous propose quelque chose qui n'est pas intéressante, nous allons changer de cuisinière maison dans les prochains jours. Nous en avons marre de la bouillie, nous en avons marre des alocos. En plus, des repas simples, on n'en veut plus sur ce plateau. Evelyne Dossou, vous nous proposez quoi? Est-ce que vous avez toute votre conscience qu'il s'agit de petit déjeuner? De toute façon, nous sommes au Bénin. Même si nous sommes au Bénin, en Afrique. Et même si c'est le cas, il faut tenir compte des règles sanitaires et tout. Donc, vous ne mangez pas le wokoli là le matin? Non, j'avais déjà parlé de wokoli ici sur ce plateau. Mais il ne faut pas en faire un plat quotidien. Non, pas le matin, non, moi, non, pas du tout. Mais il faut pas en faire. Je vois pourquoi. Non, on y va. Vous voyez pourquoi? On y va. Non, vous voyez, il ne faut pas en faire un plat quotidien parce qu'il faut tenir compte des règles sanitaires. Voilà pourquoi moi je propose des plats légers le matin. Voilà. D'accord. Et ce matin, vous nous proposez quoi? Quand même, néanmoins, puisque vous voulez avoir un peu de résistance ce matin. Ce n'est pas moi. Pour vous, je vous propose du ragoût d'yam. Du ragoût, je mets pour une personne juste. Ragoût d'yam. Oui, au ragoût d'yam. Moi, j'ai une façon de le faire particulière. Vous préparez votre sauce. D'abord, vous préparez votre sauce. Bon, pas une sauce en tant que telle. Hein. Vous faites comme si vous vouliez préparer du riz au gras avec les assaisonnements. Vous laissez l'eau bouillir et puis vous découpez de façon très mince vos ignames que vous ajoutez à ça. Vous laissez bien bouillir et puis vous laissez
bien mijoter et puis cuire, voilà. Et vous ajoutez de l'oignon, si vous avez de la viande, un peu de viande, du poisson également, pourquoi pas. Et puis vous mélangez le tout jusqu'à cuisson. Et puis vous mangez, voilà. C'est comme ça. Voilà. Et puis voilà, elle vient de se débarrasser de nous aussi facilement. Mesdames et messieurs, et voilà cette rubrique qui met fin à ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et de toujours nous préférer, de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Le Meilleur Réveil. Mais sachez que ce qui compte vraiment dans la vie, c'est d'être entouré des gens que vous aimez et qui vous aiment en retour. Le reste, ça ne compte pas. Aimez-vous les uns les autres. C'est le mois de l'amour et je vous ai dit que tout au long de ce mois, nous allons célébrer l'amour. Merci d'avoir été des nôtres. Love surtout. Merci d'avoir été des nôtres et à demain. Au revoir. Tu as besoin de dire ça. Love jusqu'à demain.